revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un sondage concernant l'élection présidentielle. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire, Dimitri, Oui, que dans 2 ans avant les échéances, ce genre d'étude ne veut pas dire grand-chose, d'accord. Mais cette enquête d'Harris Interactive, que vous découvrirez dans l'opinion, a tout de même quelque intérêt. D'abord, elle indique de manière assez flagrante que le pays penche nettement à droite. Très nettement même, sur les 12 personnalités pour lesquelles les Français déclarent le plus pouvoir voter, 9 ou 10 sont à droite, tout dépend où l'on place Gabriel Attal. Le quatuor de tête, c'est Jordan Bardella, juste devant Marine Le Pen, Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Et puis, l'autre intérêt de cette enquête, c'est aussi la présence de personnalités hors du champ politique partisan. C'est ainsi que Michel-Édouard Leclerc pourrait séduire 20% des Français. Ah oui, 20%. Avec 14% d'opinion favorable. Tony Estanguet ou Laurent Berger apparaissent comme aussi crédibles que Jean-Luc Mélenchon. Enfin, l'acteur Vincent Lindon et Cyril Hanouna apparaissent aussi dans ce classement avec respectivement 13 et 11% d'opinion favorable. Commentaire de l'opinion, l'ancrage à droite se confirme, mais elle fait aussi apparaître une appétence pour des candidats issus de la société civile. La tentation de l'outsider, c'est d'ailleurs le gros titre du journal ce matin. 20% pour Michel-Édouard Leclerc, j'en reviens pas. Arrêtons-nous sur celle qui arrive donc en deuxième position de ce classement. Marine Le Pen, à qui le Figaro consacre un long portrait ce matin intitulé « La reine maudite du camp nationaliste ». Maudite, oui, parce qu'à chaque fois que la candidate du RN s'approche un tant soit peu de l'Élysée, un coup du sort semble s'abattre pour la faire trébucher, explique le journal. Dans son papier, Paul Lobachet revient longuement sur son débat raté face à Emmanuel Macron de 2017. Et on n'est pas loin de ce que les psychanalystes qualifieraient d'acte manqué. Débat à peine préparé avec son équipe. Pourquoi Marine Le Pen était-elle allée débattre d'immigration jusqu'à minuit, 24 heures avant, devant les membres d'une association africaine, s'interroge le Figaro. Pourquoi le même jour était-elle aux 20 heures d'une grande chaîne de télé ? Le matin même du débat, Marine Le Pen était à moitié aveugle de l'œil gauche à cause d'une migraine ophtalmique qui aurait pu terrasser un éléphant. Le résultat, sa pire défaite politique et personnelle, écrit le Figaro. Elle en pleurait encore des jours plus tard, raconte l'un de ses anciens conseillers. Elle s'en est rendue compte, et elle s'est rendue compte de l'effet dévastateur du débat que 24 heures après, c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais très attaché à elle. Reine maudite, en tout cas, signale aussi Guillaume Tabar, car même si personne n'ose encore le reconnaître officiellement, au RN, on commence sérieusement à préparer le plan B comme Bardella. D'autres portraits politiques dans les journaux ce matin. Allez, d'abord celui d'Éric Lombard dans Les Échos. Portrait d'un équilibriste à Bercy. C'est le titre de ce papier plutôt sympa, signé Sébastien Dumoulin et Stéphane Loignon. Alors le principal succès d'Éric Lombard, explique-t-il, c'est d'avoir réussi à convaincre les socialistes de ne pas avoir voté la censure. Le problème, c'est qu'il aura fâché tous ses amis patrons. Un double détail explique peut-être sa personnalité. D'abord, il est fan de Gaston Lagaffe, ce que l'on a pu remarquer dans ses différentes interviews. Et puis sur son bureau, ce n'est pas une photo du général de Gaulle, de François Mitterrand ou du Dalai Lama que l'on trouve, mais une figurine de maître yoga avec qui il partage... Yoda, ben oui, Yoda. J'ai dans l'autre sens. Avec qui il partage non seulement la même forme de crâne, mais aussi une certaine façon de voir les choses, car complexes sont les méandres de leur profonde pensée. Ce qui est peut-être d'ailleurs le cas de maître yoga. Même profil ou presque, crâne compris, Alexis Collère, il est portraituré par l'opinion ce matin. C'est aujourd'hui qu'il cède sa place à Emmanuel Moulin, ce qui là encore revient à peu près au même. Après maître Yoda, c'est la guerre des clones. Collère, écrit Catherine Laïc, était presque toujours en accord avec son président, mais presque. Il aura toutefois préféré fixer l'âge de départ à la retraite à 65 et non pas 64 ans. Et puis, lorsque Macron voulait nommer Vautrin à Matignon, c'est lui qui défendit Elisabeth Borne. Il paraît qu'Emmanuel Macron le regrette encore. Lorsqu'il a décidé de partir, il a vite écarté l'hypothèse d'un poste au sein d'une entreprise publique. Il sait que la vie de ses dirigeants n'est pas une sinécure face aux exigences de l'État actionnaire. C'est lui qui les a imposés, et il n'a pas envie de les subir. Et cette question maintenant, les grosses têtes qui nous gouvernent peuvent-elles se tromper ? Alors malheureusement, si vous aviez encore quelques doutes, plongez-vous dans ce dossier du Figaro à plusieurs milliards d'euros. Dimitri, enquête sur l'autodestruction, le harakiri de la filière automobile européenne. Dans quelques années, ce triste épisode sera sans doute raconté dans tous les livres d'histoire économique. Comment l'Union européenne, sous couvert d'écologie, a elle-même sabordé sa filière automobile.
contraints de se convertir au tout électrique, les constructeurs européens ne cessent de voir leur part de marché se réduire face à la concurrence chinoise, face au marasme. Tous espèrent que la Commission européenne assouplira la feuille de route du tout électrique en 2035. Le risque, explique le patron Europe de Stellantis, c'est que l'automobile devienne la sidérurgie du 21e siècle. Mais il n'y a pas que les institutions européennes qui se trompent. La presse, parfois aussi. Rappelez-vous, c'était en décembre 2023. Javier Milei, qui venait de se faire élire à la présidence de la République argentine, avait droit à des bordées de portraits incendiaires. On le qualifiait de fou furieux ultralibéral qui allait ruiner son pays à grands coups de tronçonneuse. Eh bien, 16 mois plus tard, il a vaincu l'inflation, il a fait reculer la pauvreté de 15 points, et puis il vient d'obtenir de gros chèques et les félicitations de la Banque mondiale et du FMI. C'est la reconnaissance des impressionnants progrès réalisés dans la stabilisation de l'économie argentine et un vote de confiance dans la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes. C'est ce qu'a déclaré sur X la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Un exemple peut-être à méditer à Bruxelles, à l'Élysée et sans doute à Bercy, car comme dirait Maître Yoda, de Milei s'inspirer, peut-être on devrait. Désapprendre tout ce que tu as appris. Tu dois. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Merci Olivier Delagarde. Vous savez, il y a un parti informel en France, un parti milléiste qui regarde avec envie ce qui s'est fait du côté de l'Argentine. Il y avait ce sondage intéressant, je ne sais plus quel institut de sondage, qui montrait que vous avez qu'un petit quart des Français qui sont pour plus de libéralisme dans le pays, 58% en revanche ont plus de protection. Voilà. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Comme disait Eric Lombard, on est un pays d'État. Nous ne sommes pas un pays libéral, nous sommes un pays étatiste.